plus largement l'Islamophobe il y a 21, depuis 2014, le Conseil de l'Europe a défini le 21 septembre comme journée mondiale de l'islamophobie. Cette semaine, nous avons voulu, comme thème, sous le signe de la presse et des médias, parce qu'il nous semblait véritablement important de comprendre comment se construit le racisme, se construit les discriminations, comment est-ce qu'on peut lutter contre ce phénomène-là au travers des médias et au travers de la presse. On a voulu une démarche pédagogique au travers de plusieurs conférences. La première, c'est la conférence de presse du collectif contre l'islamophobie pour annoncer son rapport chiffre à la presse et au monde de l'état d'islamophobie en Belgique. Ensuite, le 18 septembre, en soirée, nous avons invité plutôt des institutions qui luttent contre l'islamophobie, des associations telles que le CCB, telles que l'UNO, telles que l'Association professionnelle des journalistes, pour nous expliquer un peu comment ça fonctionne. Ensuite, nous avons demandé à des chercheurs, des sociologues, le président du conseil de déontologie de venir nous donner une autre vision de la situation du racisme et des discriminations dans les médias et la presse. Et puis, nous avons voulu rencontrer des journalistes, mais cette fois-ci, c'est plutôt eux qui étaient interviewés, des journalistes des médias mainstream, des médias de grand public, de plusieurs grands titres, de plusieurs grandes rédactions de Bruxelles, en tout cas, de ces journalistes. Et aujourd'hui, on va faire le même exercice, mais avec des acteurs de médias alternatifs, qu'on peut appeler Spitzer, qu'on peut appeler Weber, qu'on peut appeler d'autres noms, mais en tout cas, c'est quelque chose qui est devenu très très utile dans la lutte contre l'islamophobie et la haine, le racisme, les appels de haine, etc. Et on va avoir un panel de 6 journalistes avec nous, on va les qualifier de journalistes. Et pour mener à bien ce débat, c'est notre ami Khadija Sanadji, qui était très très connu à Bruxelles, qui anime énormément de combats. Elle est militante antiraciste et décoloniale. Et elle va nous faire le plaisir de faire un face-à-face avec ces 5 personnes qui, je remercie ce soir d'être là. Je remercie aussi le Brax de nous avoir permis d'accéder à sa salle de formation. Merci. Alors, bonsoir à toutes et tous. À travers la question qui est posée ce soir, il s'agit en fait d'interroger ce qu'on appelle la diversité dans la novlangue un peu inclusive dans les médias à partir de pratiques médiatiques alternatives ou à partir de points de vue militants, puisque tous nos intervenants ne sont pas uniquement des journalistes ou des journalistes professionnels. Et à mon sens, cette question, elle a 2 dimensions. D'une part, il s'agit en fait de questionner, de voir comment et par quel procédé les espaces médiatiques mainstream, les espaces médiatiques dominants concourent à la construction de sujets racialisés subalternes, et plus spécifiquement dans la question qui touche l'islam et les musulmans, donc la construction d'un problème musulman. Et puis d'autre part, il s'agit de voir comment les marges d'expression médiatique alternative permettent de rétablir un traitement moins biaisé de ces questions-là, et surtout comment ces marges d'expression médiatique donne une prise sur l'action politique et la construction d'un véritable rapport de force antiraciste. Donc pour apporter des éléments de réponse à ces questions, donc je vais avoir le plaisir d'avoir un face-à-face, comme Moustapha l'a dit, avec 5 intervenants. Le premier d'entre eux est Benjamin Pelletier, donc, qui est à mes côtés. Benjamin, il est speaker dans le web média Tout va bien. C'est un média qui se veut engagé et qui a été créé un peu plus de 2 ans. Alors depuis sa création, plusieurs capsules vidéo de Tout va bien ont été consacrées aux questions du racisme, de l'islamophobie, des violences policières, des rapports de domination de manière générale. Et donc moi, la première question que j'aimerais te poser, Benjamin, c'est de savoir qu'est-ce que la création d'un web média tel que celui-là
apporte comme plus-value dans le traitement de ces questions au niveau du paysage médiatique et finalement du marché médiatique, puisque finalement on peut peut-être parler aussi d'un marché médiatique avec toute l'offre qui existe. L'avantage déjà quand on a un petit média qui fonctionne avec peu de moyens et qui fonctionne avec une relative horizontalité, etc., c'est qu'on a une liberté de parler de sujets déjà qui sont peut-être plus polémiques dans la tête de certaines personnes et que les grandes rédactions là-dessus vont plus éviter ou moins traiter à fond, etc. Et puis surtout, au-delà de ça, moi c'est ça le premier truc qui me venait en me disant qu'est-ce que je vais bien pouvoir dire ici aujourd'hui, surtout que je ne me sens pas super légitime pour parler des questions de racisme et d'islamophobie, mais c'est que justement, en fait, les bonnes intentions ne suffisent pas et que nous, quand on a fondé Tout va bien à quelques-uns, c'était évident qu'on voulait parler de ce genre de questions, mais qu'on n'allait pas forcément bien en parler ou avoir le bon angle d'approche si on partait juste de notre perspective à nous. Et donc, on s'est dit, il faut, pour avoir une vigilance sur différentes thématiques, que ce soit le racisme, mais d'autres choses aussi, avoir une diversité de points de vue, de regards sur la société pour prendre en compte ces réalités-là. Et on continue à constater que même en ayant eu ce point d'attention, d'avoir un groupe qui ne soit pas homogène dans les backgrounds de chacun, on continue à avoir des choses qui passent sous notre radar ou des biais qu'on a, quoi. Et un truc qui me vient à l'esprit, parce que c'est très très présent là maintenant, c'est que vous avez parlé des violences policières. C'est un sujet qu'on a pas mal traité pendant le confinement, mais qu'on traitait vite fait dans nos lives, pas vraiment avec une vidéo de fond. Et donc, on avait envie de faire une vidéo de fond là-dessus. Mais voilà, ça prend du temps, elle traîne un peu, elle est toujours au frigo, quoi. Et puis là, il y a eu cette manifestation de la santé samedi, et où il y a eu des arrestations un peu violentes. Et il y a eu des faits de violence policière. Et il y a plusieurs dans le groupe qui ont dit il faut réagir là-dessus, on aurait envie de faire une vidéo, etc. Et là, on était plusieurs à dire, mais en fait, c'est toujours la même chose, c'est qu'on va seulement réagir aux violences policières qui touchent à des publics qui nous sont semblables, c'est-à-dire des militants blancs qui vont à la manif de la santé, alors qu'en fait, en même temps, il y a eu des épisodes dans les Marolles où des jeunes se sont fait de nouveau agresser par la police, il y a eu des violences policières, etc. Et que là, par contre, on n'a pas eu cette même réactivité. En fait, si, pour finir, on va faire une vidéo aussi là-dessus. Mais donc, c'est une attention à avoir, c'est-à-dire que les bonnes intentions ne suffisent pas pour parler correctement de cette thématique-là. Il faut mettre en place des fonctionnements qui permettent justement de ne pas retomber dans des travers en fait, qui sont racistes ou en tout cas qui sont biaisés vis-à-vis des minorités. Et du coup, par quel procédé justement vous vous assurez de ne pas reproduire ces représentations biaisées ou d'avoir ces réactions qui sont du coup limité à votre champ de perception qui a trait finalement au milieu duquel vous ressortez. Comment est-ce que vous procédez? Je voudrais pas faire croire qu'on a trouvé une solution parce que je suis pas sûr qu'il y en a une et je crois pas qu'on l'a trouvée. Mais ce qui est sûr, c'est que et c'est un truc qu'on découvre encore parce qu'on a vraiment une attention là-dedans, c'est qu'il faut être prêt à passer beaucoup de temps à traiter de ces questions-là ensemble. Et nous, en fait, on n'a pas une production de vidéos qui est tellement énorme que ça. On en fait une par mois en moyenne, je dirais. Mais par contre, on passe beaucoup de temps à discuter entre nous, quoi. Et parfois, ça oblige qu'effectivement, là, on a eu un week-end de mise au vert. Pour finir, on a dû en programmer un deuxième parce qu'on n'est pas du tout arrivé au bout de discussion, parce que sont venus sur la table des malaises de membres du groupe qui vont dire « moi je trouve qu'on ne donne pas assez la parole à ceci » ou « on n'est pas assez entendu quand on amène tel genre de thématique, etc. » Et donc ça demande d'être constamment prêt à rediriger, quoi. Et ça veut dire être prêt à y accorder du temps. Donc ça, je crois que c'est un truc très important, c'est être prêt à passer du temps à ça. Et puis l'autre élément, c'est être prêt aussi à dire quand on a fait des erreurs. Parce qu'on en fera immanquablement. Et nous, on a eu une expérience là, je crois, qui nous a aussi sorti grandi, je pense. C'est qu'il y avait eu la manifestation contre le racisme le 21 mars dernier. C'était pas cette année-ci, c'était l'année d'avant, en fait, c'est 2019. Et le soir, il y avait eu une action de militants écologistes rue de la Loi qui avait bloqué la rue de la Loi. Et évidemment, bloquer la rue de la Loi, c'était plutôt un gros truc. Et donc, à 19h30, les JT, ils ouvraient tous sur quoi? Ils ouvraient sur ce blocage. Et donc, en fait, ce blocage avait complètement éclipsé la manifestation contre le racisme, qui pourtant est un événement qui ne se produit déjà qu'une seule fois par an.
bon, ça c'est la responsabilité des organisateurs de cet événement, c'était pas nous. C'est aussi la responsabilité des médias, c'était pas nous. Mais nous, en tant que médias, on avait aussi une responsabilité à ne pas faire la même chose. Et on n'a pas fait ça, vu qu'en fait, on faisait un direct de l'action de blocage rue de la Loi, quoi. Et donc, voilà, plusieurs personnes du collectif ont réagi en disant, en fait, on participe de nouveau à visibiliser, etc. Et donc, on a une responsabilité là-dedans. Et donc, on a eu de nouveau une grosse discussion en collectif qui n'a pas d'ailleurs été simple et qui a débouché là-dessus. D'abord, sur une première vidéo, on faisait un peu notre mea culpa et on annonçait là-dessus qu'on allait faire un travail de fond pour interroger ça. Qu'est-ce qui fait qu'on reproduit toujours ce genre de choses? Et qui a débouché sur un documentaire, un de nos premiers documentaires plus longs. Celui-là, il dure une vingtaine de minutes, alors que d'habitude, on a plus des formats de 4-5 minutes, sur justement les questions de domination dans les luttes militantes. Et donc voilà, les éléments de réponse qui me venaient. Et à l'inverse, est-ce que vous rencontrez, vous percevez des mécanismes plus ou moins implicites dans votre fonctionnement interne de modération, c'est-à-dire qui vous pousserait, même si, parce que la volonté évidemment et les bonnes intentions, comme vous le dites, ne suffisent pas, qui vous pousserait de manière plus ou moins consciente ou inconsciente à privilégier plutôt tel type d'acteur ou un acteur plus ou moins respectable qu'un autre pour traiter d'un sujet, même si c'est un sujet, même si le sujet est le même. Mais je veux dire, est-ce qu'il y a, par exemple, des collectifs, est-ce qu'il y a des militants, voilà, qui ne vous paraîtraient pas légitimes, ou moins légitimes que d'autres, à figurer dans votre média? Est-ce que ça, c'est quelque chose que vous avez déjà rencontré, dont vous avez déjà pu discuter en interne, ou que vous percevez, en tout cas, comme un danger potentiel? À ce stade, en tout cas au niveau du groupe et au niveau des normes collectives qu'on se met, c'est jamais arrivé qu'il y a un débat entre nous sur « Ah oui, en fait, celui-là, est-ce qu'on doit vraiment l'interroger ou pas ?» ou celle-là. C'est jamais arrivé. Maintenant, c'est jamais arrivé peut-être parce qu'en amont de cela, les gens qui commencent à préparer un sujet, spontanément, ne vont pas aller vers un certain type d'acteur. C'est possible. J'ai le sentiment que c'est pas tellement lié à des questions justement là de groupes minoritaires qui seraient vus comme communautaristes ou quoi pour caricaturer. Ça, je crois pas que c'est le genre d'interdit qu'on se mettrait, ça clairement pas. Par contre, je crois qu'il y a des acteurs, en tout cas moi à un niveau individuel, que je serais pas à l'aise d'interviewer, que je serais pas à l'aise que le collectif interviewe, parce qu'on a tous ce genre de limites, quoi. Moi, je ne serais pas à l'aise qu'on aille interviewer des gens que j'assimile à l'extrême droite, ce genre de choses. Clairement, pour moi, ça serait un no-go. Mais c'est plus à un niveau individuel. On n'a jamais discuté de ça collectivement, en fait, je dois bien l'avouer. Ok. Et toujours par rapport à cette question des bonnes intentions, effectivement, je trouve que c'est intéressant de pouvoir reconnaître qu'elles ne suffisent pas. Il y a un exemple récent avec le média J+, français, qui justement est un média qui se positionne comme étant un média ouvert, qui traite de sujets comme ceux-là, en fait, du racisme, des violences policières, toutes les questions de domination, et qui, selon les révélations en fait, d'une personne, d'une journaliste en fait, qui a essayé de postuler, qui a tenté de postuler à plusieurs reprises, finalement s'est vue opposer chaque fois un silence assourdissant, même pas une réponse en fait, et elle aurait elle aurait eu des preuves en fait comme quoi c'était son foulard finalement qui dérangeait, dans le fait qu'elle ne recevait jamais de réponse. Donc en fait, même ce type de médias alternatifs qui se positionne justement sur l'échiquier des médias engagés et militants n'échapperait pas aux mécanismes en fait, de reproduction, d'exclusion finalement qu'on connaît de manière classique sur le marché de l'emploi, même pas dans le monde des médias, mais de manière un peu transversale. Donc est-ce que vous n'avez pas est-ce qu'il n'y a pas un risque aujourd'hui que ce label en fait, de médias engagés s'autosuffise et que finalement on n'aille pas plus loin que la satisfaction d'avoir ce label de médias engagés et qu'on ne réfléchisse pas et qu'on ne mette pas en place véritablement des prises politiques qui permettent justement de pouvoir dépasser, de pouvoir véritablement donner lieu à des actions qui permettent d'aller au-delà de simplement
la bonne volonté affichée d'informer et de conscientiser finalement. Mais c'est clair que le label, moi je suis un peu mal à l'aise avec ça parce qu'effectivement ça ne suffit pas à lui-même et on ne s'autoproclame pas engagé comme ça, enfin, ça ne veut déjà pas dire grand-chose. Par contre, je crois qu'il y a une vraie volonté de mettre en place une pratique qui soit différente. Mais je ne crois pas que ça nous protège de quand même faire de la merde parfois, à des moments. Et donc là, moi je crois aussi aux vertus de la critique, quoi, et qu'on puisse être interpellé, si pas en interne. En fait, pour le moment, le gros de la critique, surtout en interne, qui se passe, on n'a pas encore été vraiment beaucoup interpellé de l'extérieur, en tout cas d'un bord progressiste, comme on dirait. Mais je crois que si c'était le cas, ce serait intéressant et qu'on devrait en tenir compte, quoi. Si on venait à nous reprocher ce genre de choses, voilà, je crois que c'est l'autre élément qui peut protéger de ne pas être assez bon en interne, parce que quelle que soit l'équipe qu'on réunit autour de la table et la diversité d'opinions et de background qu'on peut y mettre, à un moment donné, c'est jamais suffisant. Et se réserver une place pour la critique externe, ça me semble important. Mais je crois que contrairement à J+, par exemple, je trouve que j'ai toujours trouvé que leurs vidéos étaient bien, mais j'ai toujours été gêné parce qu'on n'est jamais sûr de leur intention. C'est un média qui est quand même financé par un État. On peut toujours se dire quel est leur but. Et clairement, on sait très bien qu'il y a des sujets dont il ne faut pas parler, quoi, à J+. Et donc, ça pose question sur, en fait, mais finalement, c'est quoi le fond de leurs intentions? Ça n'empêche pas qu'ils font une très bonne vidéo, par ailleurs. On n'a pas ce truc-là, nous, c'est-à-dire qu'on ne dépend pas de quelqu'un ou à ce stade. Donc ça voudrait dire que pour être un bon média alternatif et engagé, il faut être un média indépendant, enfin en tout cas autonome. C'est ça que ça veut dire? Je crois qu'on peut quand même faire des bonnes choses. D'ailleurs, J+, ça fait des bonnes choses. Mais je crois qu'à un moment donné, il y a des jeux dans lesquels ils sont pris, que dans lesquels on n'est pas pris quand on a un petit truc qui dépend de peu d'argent, qui est relativement indépendant. Ça nous enlève pas mal de contraintes. Maintenant, ça nous en met aussi beaucoup d'autres. Hein. Parce que notamment, il y a la contrainte temps, quoi. Nous, on est principalement volontaires. Et donc, clairement, si on veut investiguer, si on veut faire un travail un peu plus journalistique, ça nous prend 9 mois à faire une vidéo, quoi, vraiment, littéralement. Et donc ça, c'est compliqué, quoi. Et peut-être encore une dernière question avant de passer à notre deuxième intervenant. Est-ce que justement le fait de se définir comme engagé, militant et de pouvoir tenir en fait cette ligne véritablement au-delà des bonnes intentions, le gage de ceci, est-ce que ce ne serait pas d'être ancré soi-même en fait dans l'action militante et de ne pas se contenter en fait à la dimension purement informative d'un média, parce que c'est toute la question. Un média engagé, finalement, est-ce qu'il peut exister par lui-même sans ancrage dans le paysage militant, sans lien avec les organisations militantes qui sont déjà là, ou est-ce que le média engagé crée finalement, enfin, a la vertu de créer par lui-même l'engagement et la militance? Non, je crois qu'effectivement, nous, c'était vraiment la volonté d'un petit peu la personne qui a lancé Tout va bien à la base, c'était de réunir un groupe de gens qui étaient déjà militants sur des questions. Et donc, c'est vraiment un collectif de gens qui sont militants. Et en fait, effectivement, je crois que c'est important parce que contrairement à d'autres chaînes vidéo web belges engagées qui parfois ont eu un succès d'ailleurs beaucoup plus gros que le nôtre, mais qui sont parfois aussi complètement déconnectés en fait de la base des militants et qui donc font leur truc et en fait viennent parfois capitaliser sur les victoires militantes pour venir après à faire du succès en termes de vues et de vidéos. Et ça, j'avoue que nous, c'était un petit peu notre repoussoir, c'est ce qu'on ne voulait pas devenir, quoi. Et donc, clairement, si on devait devenir des gens qui sont plus du tout militants ou engagés par ailleurs, quoi, je crois qu'il faudrait mieux qu'on arrête. En tout cas, c'est l'ADN de notre vidéo. Je dis pas que ça peut pas, notre chaîne vidéo, je dis pas que ça peut pas exister. Il peut y avoir évidemment des chaînes qui sont purement journalistiques, etc. Mais notre ADN à nous, c'est pas ça, quoi. C'est clair. D'accord. Et par rapport du coup à la question de l'islamophobie, comment vous procédez plus spécifiquement? Je ne suis
pas sûr de bien saisir ce que tu veux dire. Ben justement, pour garantir ce côté militant, est-ce qu'il y a des personnes qui sont touchées directement par la question de l'islamophobie au sein de la rédaction? Est-ce que vous-même, il y a des personnes au sein de la rédaction qui sont engagées dans des collectifs ou des mouvements de lutte contre l'islamophobie? Comment est-ce que vous parvenez du coup à traiter la thématique? Donc d'abord, on l'a peu traité, je dois bien l'avouer. Spécifiquement, je veux dire, en parlant. On l'a fait à l'occasion de quelques vidéos. Alors, dans notre collectif, il y a 2 personnes qui sont, culturellement de famille musulmane, mais qui paradoxalement ne sont pas les personnes qui traitent le plus de ces questions-là. Elles sont moins intéressées par la question de racisme, islamophobie, etc. Et les personnes qui en parlent un peu plus, c'est 2 autres personnes de l'équipe, c'est moi et Bethel Mabi, parce que tous les 2, on est plus engagés sur la question de l'antiracisme, et pour le coup, l'islamophobie, nous, on ne la vit pas du tout. Et donc, c'est entre autres pour ça, je pense qu'on en parle un petit peu moins de l'islamophobie, parce qu'on semble peut-être moins légitime de l'adresser directement. Maintenant, ça nous est arrivé d'interviewer des gens là-dessus pour compenser, quoi. C'est ce qu'on a fait notamment dans le documentaire Lutter sans dominer, où on interviewe des militants actifs sur la question de l'islamophobie. Ok, donc voilà une piste du coup à creuser après notre discussion. Oui, tout à fait. Pour enrichir du coup la rédaction et votre panel d'intervention. En tout cas, je te remercie. Je ne sais pas si tu veux rajouter quelque chose. Il y aura une séance de questions-réponses à la fin. Mais, je viens pour le moment. Merci. Ok, merci. À tout à l'heure. Bonjour Olivier Moukouna. Bonjour. Donc ravi de te recevoir. Alors toi, tu es journaliste, tu es diplômé de l'Université libre de Bruxelles, tu es essayiste et enseignant. Tu as collaboré avec une quinzaine de médias belges, français et luxembourgeois. Alors je ne vais pas tous les citer, mais parmi les plus importants, il y a la RTBF, l'ADH, le Journal du Mardi, l'Humanité, Paris Match, Knack, Land, etc. Et depuis plus d'une quinzaine d'années, tu travailles sur la thématique du racisme structurel et l'actualité sociopolitique des afrodescendants, plus spécifiquement en Europe, et plus particulièrement à travers du prisme médiatique francophone. Alors, ce qui est intéressant, évidemment, dans ton cas, c'est que toi, tu viens véritablement de ce monde-là. Tu as pu l'expérimenter et le vivre de l'intérieur, donc le monde des médias mainstream. Tu poses régulièrement le constat du manque de pluralisme au sein des grands médias, avec évidemment tous les risques que cela comporte en termes de représentation biaisée, d'étouffement des voix qui sont jugées dirigeantes. Et donc, comme je le disais, ce qui est intéressant, c'est que ça se nourrit, tout ça est nourri évidemment, cette critique, à partir de ta propre expérience professionnelle, sachant que tu as toi-même été soumis au procédé de la censure au niveau professionnel, qui a eu des répercussions relativement lourdes sur la suite de ton parcours professionnel. Et donc, la première question que j'aimerais te poser, c'est de savoir, est-ce qu'aujourd'hui, en Belgique, lorsqu'on est un journaliste noir rigoureux, qui fait son travail de manière critique, le seul horizon professionnel est celui du journalisme indépendant? Pour le dire simplement, oui. Donc, c'est-à-dire que c'est vrai, voilà, comme tu l'as rappelé, donc voilà, moi j'ai vendu mon premier papier à 24 ans, j'en ai 50. Donc ça fait 26 ans que je travaille dans le journalisme, avec des petites pauses en communication pour quand même mieux gagner ma vie. Mais sinon, voilà, dans toutes les rédactions de médias mainstream dans lesquelles je suis allé, j'étais le seul journaliste afrodescendant, avec parfois des journalistes belgo-maghrébines, marocaines, par exemple au Journal du Mardi, mais aussi à la dernière heure. Je tiens à le préciser parce que c'était le tout début, au tout début des années 2000. Maintenant, il y en a un peu plus qui intègrent mais très peu, hein. Mais il y en a un peu plus qui intègrent les rédactions que moi j'appelle aujourd'hui les rédactions belgo-blanches, les rédactions des médias mainstream, c'est-à-dire qu'elles sont à 95-98% belgo-blanches. Donc je sais qu'il y a beaucoup de mes confrères et des gens qui travaillent dans les médias mainstream qui n'aiment pas que en fait je souligne une vérité. Donc c'est-à-dire que
c'est pas des médias pluralistes ou divers, ce sont des médias essentiellement composés de gens, je dirais presque issus d'un même milieu social, et surtout aussi par rapport à ces questions importantes dont on vient de parler, donc qui sont le racisme, le sexisme, etc., et qui sont des sujets de plus en plus graves, de plus en plus lourds dans les dernières années, en tout cas aux alentours de 2020. On n'est vraiment pas sorti de ces problèmes d'un point de vue structurel et d'un point de vue politique. Il serait temps que les médias les traitent autrement. Moi, je me souviens, tu soulignais aussi que j'avais été censuré. Moi, j'ai été engagé simplement parce que, sur base de mes compétences ou de ce que je pouvais faire. Donc, dans un premier temps, je suis engagé. Et puis, dans un deuxième temps, au fur et à mesure que je travaille dans, que ce soit l'ADH, que ce soit le Journal du Mardi, que ce soit ailleurs, etc., il y a je dirais, une incompréhension avec ma rédaction en chef, etc., sur des sujets ou des angles de sujets que je voudrais traiter. Je l'ai connu, je dirais, un peu toute ma vie professionnelle. Et maintenant, je suis... En fait, il faut quand même souligner que j'ai encore un pied dans le mainstream, puisque je suis collaborateur ou pigiste pour un hebdo luxembourgeois qui s'appelle Land, qui est un des rares hebdos un peu progressistes, un peu de gauche au Luxembourg. Et ces gens-là, voilà, comme en général dans ma vie professionnelle, ils m'ont engagé simplement en voyant mes papiers, quoi. Et parce qu'ils sont intéressés par cette vision, je dirais, moi que j'appelle afrodescendante, donc c'est-à-dire de journalistes européens, mais avec des origines africaines, du Maghreb ou subsahariennes, qui ont une autre vision. Alors, effectivement, parfois, ou en tout cas, une autre perception des choses, et surtout, moi je ne crois pas à l'objectivité en journalisme. En journalisme, on vient d'un milieu, on a une éducation sociale, religieuse, on a sa propre personnalité qui se forge à l'école, à l'extérieur, etc., et par rapport aux cultures avec lesquelles on est en contact. Et donc, en l'occurrence, ces journalistes belgo-blancs à 95% qui composent les médias mainstream sont des journalistes qui n'ont pas été en contact, ou très peu, contrairement à ce qu'on pourrait croire, voilà, avec ces cultures afrodescendantes qui sont encore différentes ici en Europe qu'au pays, ou que sur le continent africain. Et de ce point de vue-là, voilà, on a l'exemple, je vais m'arrêter là, mais on a l'exemple très précis dernièrement de la couverture du Vif, qui a fait un blackface en toute, entre guillemets, ignorance de cause. Alors, en tout cas, si on écoute la rédactrice en chef, c'est-à-dire elle ne savait pas que ça allait blesser, que c'était insultant pour les Belges d'origine africaine à la couleur noire. Et encore, moi je dirais qu'il y a, si je me souviens bien, 6-7 ans, je ne me souviens plus, l'Express avait fait une islamophobe qui s'appelait « Comment l'islam gangrène l'école ». Donc là aussi, quel est le journaliste dans la rédaction qui pouvait, de culture ou même de confession musulmane, qui pouvait dire « Non mais écoutez, là vous allez trop loin, vous faites une couverture islamophobe ». Personne, puisqu'il n'y en avait pas. Et je dirais que même parce que moi j'ai été aussi confronté à des couvertures comme ça, même quand vous êtes seul, vous êtes seul en fin de compte. Et vous avez plutôt envie de ne pas chercher le conflit avec votre direction, ou de rester, de ne pas chercher les ennuis, en vous taisant. Et donc finalement, par la force des choses, vous apprenez à vous taire. C'est souvent ce qui se passe avec les journalistes afrodescendants dans les rédactions belgo-blanches. La plupart du temps, ils se taisent. Je parle de la RTBF, je parle même d'RTL, à l'heure actuelle. Donc c'est-à-dire, les médias mainstream, pour défendre une certaine diversité, disent « Oui, mais non, on a quand même ce journaliste-là ou cette journaliste-là. » Mais cette journaliste-là ou ce journaliste-là, ils sont 2, ils sont en tout cas toujours moins que 3. Et donc, ils ne peuvent même pas faire un peu bloc quand il y a au moins discussion sur une ou un traitement de sujet qui va être problématique pour nos concitoyens, ou en tout cas les citoyens afrodescendants. C'est un peu le syndrome Harry Roselmack, si je peux me permettre, de la représentation, mais qui se suffit à elle-même finalement et qui ne coûte pas grand-chose. Voilà, il faut rappeler que donc, à la rédaction. Donc, voilà. Donc la question c'était, est-ce qu'on peut se satisfaire de ce type de représentation ? Je pense qu'évidemment...
Non, moi je pense que c'est d'ailleurs ce dans quoi j'ai fonctionné pendant enfin, chaque fois quand je travaillais dans les médias mainstream, c'est un peu la politique de l'alibi. Donc c'est-à-dire, oui, regardez, on est divers, on a voilà, celui-là ou celle-là qui est non blanc. C'est la politique de l'alibi. C'est aussi bon, pour rappeler justement Roselmack, à TF1 ou même par moment quand même dans certains médias belges, ils étaient très fiers de montrer, regardez, on a engagé un journaliste noir, regardez, on a engagé une journaliste d'origine maghrébine. C'est déjà raciste. Je veux dire, en fait, on engage les gens parce qu'ils sont bons, compétents, ce sont des bons journalistes qui vont amener une plus-value, une diversité dans la rédaction et même dans le traitement de l'information. C'est tout. Donc, tous les médias qui commencent déjà à dire « Regardez, nous sommes divers », c'est déjà suspect. Et donc, évidemment, oui, moi j'estime que une rédaction, en fait, mainstream ou alternative, elle devrait être à l'image, voilà, je le dis souvent, de l'équipe des Diables Rouges. Donc, s'ils sont tous là, compétents, et de toutes les couleurs, pour le meilleur. Mais ça me fait penser, il y a quelques mois, lors du décès du professeur Rachid Hadash, et donc ça a suscité quand même toute une vague d'émotions avec un grand nombre de personnes qui ont suivi la prière funéraire, qui ont été jusqu'au cimetière accompagner la dépouille, donc des personnes de la communauté musulmane de Belgique. Et là, tout à coup, c'est vrai que ça a provoqué une forme de sidération dans un certain nombre de médias qui se demandaient mais qui était cette personne en fait. Voilà. Et ça me fait penser à une édito ou une chronique de Fabrice Grosfilet qui quelque part sonnait un peu comme un mea culpa, de se dire mais en fait, oui, on a raté le coche parce que au sein de notre équipe rédactionnelle, personne en fait n'était en mesure de pouvoir nous donner le signal qu'il y avait quelque chose qui se passait là d'important pour la communauté musulmane de Belgique. Et donc c'est intéressant, effectivement, je trouve ce moment médiatique où ce journaliste renommé reconnaît à mots à peine voilés qu'il y a un problème dans les rédactions. Mais c'est tout à fait juste et j'ai envie simplement de rajouter que, en fait, donc moi-même, je ne connaissais pas cet imam. J'ai appris ça sur les réseaux sociaux, donc évidemment Facebook, Twitter, etc. J'ai vu les pluies de mails, de commentaires, etc. autour de la disparition de cet imam. Mais encore une fois, bon, je salue Fabrice Grosfilet d'avoir effectivement fait son mea culpa, ou en tout cas, il n'y avait pas que lui, hein, il y avait aussi une de ses collègues de BX1, oui. Mais encore une fois, ils étaient seuls. Ils étaient tout seuls à se dire on a manqué quelque chose, on n'a pas compris. Je rappelle aussi qu'ils avaient un stagiaire d'origine marocaine, je pense, à ce moment-là, qui n'a pas osé s'exprimer. Et ça a aussi été dit, c'est-à-dire il a dit lui-même j'ai cru que ça ne vous intéresserait pas. Oui. J'ai cru, tellement habitué à ce qu'en fait, on traite très peu ou de façon alarmiste. Enfin, il faut que ça soit alarmiste ou que ça soit vraiment en rupture pour le traitement. Et surtout si on ne connaît pas en plus la personnalité, qui était quelqu'un de justement très célèbre à Bruxelles. Donc, je suis content que BX1 voilà, ait fait son mea culpa. Est-ce que depuis lors, ils ont engagé des journalistes d'origine maghrébine ou de confession musulmane? Je crois que la réponse est non. Et ils vont encore se réétonner la prochaine fois qu'ils vont passer ou rater le coche. Et alors je ne parle pas des autres médias mainstream, belgo-blancs, qui eux s'en foutent, quoi. Je veux dire, ils ont raté le truc, c'est pas une info importante, c'était peut-être pas destiné au troisième âge jusqu'à Arlon, peut-être, je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est pas important. Et donc ils ne sont toujours même pas eux dans le questionnement. Je veux dire, on a BX1 qui s'est questionné, qui n'a pas changé fondamentalement sa politique, et les autres qui malheureusement ne se questionnent toujours pas, ou se questionnent à l'image du Vif l'Express, c'est-à-dire de façon à se penser attaquer. C'est-à-dire, il y a l'introspection, ça c'est, je veux dire, on l'apprend même dans les études de journalisme à l'ULB, l'introspection des médias mainstream est très compliquée.
Ils ont vraiment un mal, je dirais presque atavique ou psychologique, je ne sais pas, à l'introspection critique. Et tout en tenant les discours de progression et de pluralisme, de diversité, etc. Mais ça fait 30 ans que la situation ne bouge pas vraiment. Pour en revenir, parce que je pense que ton expérience, en tout cas, c'est quand même un cas d'école. C'est intéressant de pouvoir revenir là-dessus. On parlait de censure tout à l'heure. Ouais. Je crois que c'est intéressant que tu puisses nous expliquer un petit peu plus, évidemment pas dans les détails, mais voilà, sur les mécanismes de neutralisation, finalement, du seul journaliste afrodescendant d'une grande rédaction comme le Soir, finalement. Comment ces mécanismes, en fait, se mettent en branle et comment est-ce qu'on arrive finalement à faire taire et à sanctionner une voix, voilà, qui est à un moment donné est disruptive dans un paysage où tout va bien, enfin, tout. Oui, bon, voilà, je peux parler de cette expérience du Soir et je vais en parler, mais je voudrais d'abord mettre peut-être au-dessus le fait qu'il y a vous en parliez au tout début, des mécanismes de racisme structurel belge dans ce pays. Donc c'est-à-dire que et donc qui touche évidemment le monde des médias. C'est-à-dire que je pense que dans les médias mainstream, en tout cas de mon expérience, et encore aujourd'hui je suis en contact avec des gens qui travaillent dans les mainstream belges, il y a vraiment un frein ou une attente à ce qu'un journaliste non blanc se comporte de telle manière. Donc en face, de toute façon 2 fois plus, de toute façon soit toujours en orgasme ou heureux d'avoir été engagé. Et donc, c'est-à-dire, ne soit pas revendicateur, ne soit pas critique. Tout ce qui est un peu permis, je dirais, pour les autres journalistes, les moins, ou très vite peu, ou pas du tout, pour le journaliste afrodescendant. Ça, c'est un premier point. Alors, maintenant, pour être très pratique ou concret avec mon expérience avec le Soir, ben c'est simple, je recherchais à réintégrer les médias mainstream en 2013. J'apprends par une de mes connaissances au Soir, un journaliste, que le chef d'édition Culture cherche quelqu'un pour un pigiste régulier avec possibilité d'engagement à la fin, pour en tout cas les vacances juillet-août 2013, si je me souviens bien. J'entre en contact avec ce chef d'édition Culture, il me demande d'envoyer des papiers Culture que j'ai déjà écrits, je lui envoie une quinzaine de papiers, et puis il me fait un peu traîner comme ça, quelques jours, etc., je ne sais pas. Finalement, je l'appelle, et il me dit « Bon, qu'est-ce que tu fais vendredi ? Il y a un procès sur le statut d'artiste, je voudrais bien que tu ailles le couvrir, et puis après, le lendemain, tu iras en France, à Dunkerque, où il y a une expo où il y aura le ministre de la Culture française de l'époque. » Bon. Voilà, directement je fais ça. Je me retrouve en fait à devoir faire une page entière sur le statut d'artiste, qui est publié le week-end d'après, le samedi-dimanche, dans le Soir. On est content, le chef d'édition en question est ravi, et voilà, tout va bien, la page est publiée, il y a mon nom dans le Soir, etc. Bon, il n'y a pas de problème. Et puis, en fait, il se passe qu'à l'intérieur, il y a un journaliste, dont je vais citer le nom évidemment, qui s'appelle Marc Metdepenningen, qui fait un scandale au sein de la rédaction du Soir en estimant que je suis antisémite de notoriété, ou m'accusant d'antisémitisme, et estimant que le Soir ne peut pas m'engager, ou en tout cas ne peut même pas me publier des papiers à moi, en tout cas signés par ma plume, et qu'il allait en faire une affaire personnelle, mobiliser tous ses contacts. Et ce journaliste, pour ceux qui ne le connaissent pas en tout cas, travaille depuis plus de 30 ans au Soir, a effectivement énormément de contacts, y compris politiques, de poids, en tout cas d'influence. Et donc, il en fait une affaire personnelle qui remonte jusqu'à Béatrice Delvaux, qui remonte jusqu'au directeur de l'époque qui s'appelait Didier Hamann, je pense. En 3 jours, je vais essayer d'être court, donc en 3 jours, j'ai ce chef culture qui me téléphone en disant on ne va pas pouvoir continuer, enfin je suis obligé d'arrêter la collaboration là. Je dis mais qu'est-ce qui se passe ? Alors il m'explique qu'il y a un grave problème avec Metdepenningen, qui estime que je suis antisémite, donc je ne peux pas travailler au Soir. À l'intérieur du Soir, il y a des gens
je peux les citer, hein, David Copy, etc., tous des gens avec qui j'ai travaillé avant, avec qui j'ai commencé d'ailleurs le journalisme dans les années 2000, qui font un petit groupe et qui estiment que c'est pas possible, enfin voilà, qu'il faut essayer de régler l'affaire. Et donc, ils veulent que je rencontre Mette de Penningen et qu'on fasse une conciliation pour que je puisse continuer à écrire dans le soir. Mette de Penningen refuse. J'interpelle Béatrice Delvaux, j'interpelle les autres, aucune réponse. Et puis finalement, c'est resté comme ça. Et un des plus tristes de cette affaire, c'était le chef d'édition Culture, qui, même encore dernièrement, m'a envoyé un mail en disant c'est triste, mais je ne pense pas je pense que la diversité dans les médias belges mainstream au XXIe siècle est une utopie. Voilà. Mais écoute, merci beaucoup. Je trouve que c'est très, c'est très instructif en tout cas ce que tu nous dis. Et moi, je retiendrai donc dans une société structurellement raciste, effectivement, quand on est noir ou arabe, on doit en faire 2 fois plus et être 2 fois plus respectable, 2 fois plus exemplaire, 3 fois même plus. Et 2 fois moins critique. Et 2 fois moins critique, c'est ça. Voilà, et toujours très content d'avoir été engagé, alors que voilà, les autres défendent leur poste, etc. Mais je voudrais aussi vite ajouter en conclusion que voilà, ça reste très dur, ça reste très difficile, en tout cas si on a envie d'être intègre et de défendre le traitement de sujets que j'estime de société, évident, et qui intéressent plein de gens. Mais moi, j'invite vraiment tous ceux qui ont envie de faire ce métier à rejoindre des médias alternatifs, comme moi je l'ai fait avec la Diaspora Chuchote. C'est-à-dire, effectivement, on gagnera mal ou pas bien sa vie, mais au moins on aura une liberté voilà, moi, ça fait la 4e chronique que je vais faire. J'ai jamais été aussi libre de traitement journalistique. Bon, c'est une chronique, hein, c'est l'exercice permet aussi d'être un peu plus libre qu'un article classique, mais néanmoins, voilà, je pense que plus il y aura des médias alternatifs, comme Tout va bien, comme la Diaspora Chuchote à Radio Campus, comme plein d'autres, plus à un moment donné, voilà, les mainstreams seront obligés de venir pêcher à un moment donné, ou en tout cas de débaucher des jeunes journalistes qui travailleront là. Donc moi, je les invite à ne pas se taper la tête contre les murs des médias belgo-blancs, mais de faire leur propre truc sur les médias alternatifs. Ok, je te remercie. Merci. Bienvenue Sarah El Gorfi. Voilà, donc toi tu te définis comme une jeune femme indépendante qui est à la croisée du secteur privé et politique. Tu nous expliqueras peut-être un peu plus en détail. Et tu te définis donc comme militante antiraciste et féministe intersectionnelle. Alors, toi, contrairement aux 2 autres intervenants, tu ne travailles pas dans un média, tu n'es pas journaliste, ni professionnel, ni de profession. Mais par contre, tu as eu une expérience relativement intéressante récemment sur les réseaux sociaux, à travers l'interpellation justement d'un célèbre journaliste dont on vient de parler, Mark Mette de Penningen, donc à travers un tweet. Et donc un tweet à caractère négrophobe. L'affaire a fini donc auprès du Conseil de déontologie journalistique, puisque hormis ce tweet-là, donc que toi tu avais dénoncé sur les réseaux sociaux, s'en est suivi aussi un échange très violent avec ce journaliste. Donc c'est pas un échange, hein. Oui, il y a un échange, en tout cas des attaques, des attaques, voilà, plutôt violentes à ton encontre. Et donc je pense qu'il y a pas mal d'enseignements en fait à en tirer, non seulement peut-être dans un premier temps de la réponse du Conseil de déontologie journalistique, qui est censé être une instance de régulation justement de la parole médiatique et de ce qui s'y dit et de comment cette parole circule. Et puis aussi les leçons qu'on peut en tirer des médias sociaux comme finalement lieu aussi de production de certaines formes de violence en fait médiatique, et comment tout ça s'exprime. Donc voilà, je vais te laisser d'abord peut-être nous planter un peu le décor et nous rappeler un peu les faits
pour que les gens comprennent. Tout d'abord, donc tout le monde se souvient de la manifestation donc Black Lives Matter début juin. Il y a effectivement ce fameux tweet donc négrophobe et vraiment donc insultant donc à l'égard donc des Afro-descendants. Et donc j'étais à ce moment-là amie entre guillemets avec effectivement donc cette personne que je nommerai pas, navré, mais c'est trop pour moi. Et donc, je suis effectivement amie avec. Je ne suis pas sur Twitter régulièrement, donc moi je suis plutôt sur Facebook. Et il y a donc une jeune femme qui s'appelle Inès Lambert, qui ici dénonce ce tweet en écrivant « La honte, ce sont des journalistes ». Effectivement, c'est vraiment honteux donc d'écrire ce genre de choses. Parce qu'il y a ce journaliste, mais il y a également une consoeur d'RTL TVI. Oui. Donc, c'est ça. Alors, on va juste lui laisser le fait qu'elle a retiré son tweet. On va juste lui accorder ça. Contrairement à l'autre personne. Et donc, moi, je vois donc effectivement donc, ce tweet sur Facebook avec la mention « La honte » d'Inès Lambert qui est partagée sur les réseaux sociaux via donc, notre fameux journaliste négrophobe. Moi, je réagis à cela. Donc, c'est-à-dire que j'écris effectivement un message, un commentaire sur les réseaux en prenant la défense de cette jeune femme. J'étais la seule à le faire à ce moment-là. Bon. J'ai écrit mon message. Ensuite, cette jeune femme m'envoie sur Messenger une pétition à partager, chose que je fais. Le lendemain matin, je reçois un message de ce fameux journaliste qui est relativement sexiste. Il fait mention effectivement de mes capacités et il mentionne effectivement mon employeur. Donc, il mentionne mon employeur. Oui, donc il est bien renseigné. Après, c'est une notion effectivement qui apparaît sur mon profil Facebook, donc c'est pas caché du tout, mais il veut effectivement me faire comprendre que mon profil a été donc suivi et bien analysé. Bon, moi je réagis pas spécialement, je partage effectivement donc son message en m'insurgeant parce que ça reste des propos donc sexistes. La journée passe et le soir même, je reçois donc un nouveau message. Et là, il fait clairement donc, allusion à mon emploi en demandant les coordonnées effectivement, donc, des avocats de mon employeur. Alors là, je me dis, mais dans quel monde vit-on ? Dans quel monde un journaliste peut effectivement donc, envoyer des menaces à une personne lambda ? Ça dit beaucoup de choses. En fait, ce que ça dit, c'est qu'effectivement, il est protégé. À partir du moment où on ose aller jusque-là, c'est qu'on sait que derrière, il n'y aura pas de conséquences. Et à raison, il n'y a pas eu de conséquences. Je veux dire, vous avez mentionné le fait que j'ai été porté plainte, effectivement, donc, au CDJ. Il n'y a pas eu de conséquences. Ce journaliste exerce toujours. Et donc, ici, il l'exerce mais en toute impunité. Et je suis même étonnée qu'il n'ait pas encore recommencé. Après, il y a eu effectivement donc, une vague de soutien. Je remercie d'ailleurs donc, Olivier. Il a écrit un article qui reprend effectivement donc, tous les posts donc, sur Facebook de ce journaliste. Je vous invite vraiment à lire cet article parce qu'il est édifiant. Et ensuite, il y a eu d'autres personnes en privé qui n'ont pas osé effectivement m'apporter leur soutien en public. Et après, je ne leur en veux pas, c'est très bien, mais il y a quand même une peur de s'associer à moi dans le sens où effectivement, donc, moi, on m'a lancé effectivement... Oui, mais le tweet, c'est de la liberté d'expression. Oui, ok, d'accord, mais il y a le tweet... C'est ce qu'a répondu d'ailleurs le CDJ. Hein. Tout à fait, oui. Tout à fait. Alors, ici, semaine dernière, on a eu un bourgmestre qui a sorti une petite publication Facebook où il demandait un bénévole pour rouler sa Tesla. Tout le monde s'en rappelle. Avec quoi je viens ? Je vous explique. Tout le monde a été scandalisé par effectivement ce post. D'accord ? Tout le monde s'est dit, mais enfin, c'est totalement lamentable. Il n'y a personne qui a osé ici sortir la carte liberté d'expression. Tout le monde a dit, non, c'est complètement à côté de la plaque. Et effectivement, donc, il s'est excusé. À l'heure actuelle, ce journaliste, par rapport à moi, ne s'est jamais excusé. Donc, je demandais juste des excuses. Je n'ai jamais demandé à ce qu'il perde son emploi. J'ai demandé, point 1, le retrait du tweet. Et point 2, je demandais effectivement à ce qu'il s'excuse. Donc, dans une société comme la nôtre, à l'heure actuelle, on n'est pas capable effectivement donc, de s'excuser. C'est dramatique.
Mais est-ce que tu penses du coup que la réaction du CDJ, elle témoigne d'un mécanisme en fait un peu de protection corporatiste? Oui, clairement. Donc, c'est ça en fait que ça dénote. Ici, plusieurs choses. Donc, on est effectivement Ce qui est dramatique parce que c'est justement l'instance qui est censée être vigilante ou en tout cas jouer ce rôle de vigilance. Donc. Alors ici, dans un premier temps, on a effectivement une corporation et moi, je comprends qu'on se défende entre soi. Je peux l'entendre. Mais alors qu'on me donne des arguments valables. Je veux dire, ici, j'ai quand même été menacée et je précise juste que ce n'est même pas des menaces, c'est une exécution parce qu'il a vraiment porté plainte auprès de mon employeur. Ah oui. Mais je vais vous expliquer ce jour-là parce que je reviens de vacances. Je reçois un mail du directeur des relations publiques de mon employeur. Et il demande à me parler en mettant en communication usage de vos réseaux sociaux. Je comprends tout à fait qu'il fait allusion ici à ce journaliste. Donc moi, je suis en panique totale. Mon manager, elle n'est pas là. Je suis vraiment donc paniquée. Je me dis, mais enfin, qu'est-ce qui se passe? Je prends contact avec ce directeur. Ce directeur m'informe qu'effectivement, donc, il y a eu une plainte. Et il m'informe également qu'on lui a répondu que moi aussi j'avais droit à ma provoquer. La deuxième chose, c'est que j'ai pris conscience lors de cet épisode de juin qu'il fallait vraiment agir dès qu'on pouvait. C'est-à-dire que si on veut vraiment lutter ici contre le racisme structurel, il faut agir à chaque fois qu'on peut et il faut le dénoncer, histoire que ce ne soit plus invisible. Donc on doit vraiment visibiliser toutes ces attaques, qu'elles soient personnelles ou non, peu importe. Et donc c'est ce que j'avais fait quelque part avec le partage de la pétition et être vraiment dans l'action. Donc nommer les choses et agir, et effectivement se servir des réseaux sociaux comme force. Parce qu'on peut effectivement, en partageant une info, elle va être elle-même partagée et on peut atteindre un plus large public. Donc il faut vraiment l'utiliser comme force. Et voir tu as eu des soutiens? Donc j'entends, il y a eu l'article évidemment de Oui, j'ai vraiment eu, que ce soit public, privé. J'ai moi-même été étonnée du nombre de soutiens que j'ai eu. Et je pense que psychologiquement, parce que du coup, c'est plus une question individuelle. Je pense que c'est vraiment une question politique qui est posée en fait là. Et donc, comment est-ce qu'on y réagit sur le terrain politique et comment est-ce qu'on organise une contre-offensive quelque part politique aussi à ces attaques et à ce type de procédés qui sont juste voilà. Mais je pense que les milieux justement, que ce soit les milieux associatifs ou bien les milieux antiracistes, etc., je pense qu'on est de plus en plus organisés. L'info passe très très vite. Et la preuve, effectivement, la vague de soutien que j'ai eue. Moi, j'ai eu plein d'échanges en privé avec des personnes justement pour réfléchir à comment effectivement faire pour lutter contre ces attaques. Et on va un petit peu étendre le spectre. Politiquement parlant, tout le monde a suivi cet été le Balaygate. Il y a eu des personnes politiques comme Margot Deré qui a été attaquée et elle a super bien réagi, elle a dénoncé, elle s'est exprimée dans la presse. Et donc il y a plein de personnes qui ont également été au courant de la violence de ces attaques. C'est ça, donc il y a des next steps du coup? Il y a une offensive qui s'organise. Elle est organisée et elle va continuer à s'organiser de mieux en mieux. Ici, moi, je vois beaucoup de soutien, notamment parmi les femmes. Moi, j'ai été étonnée du nombre de femmes qui m'ont soutenue. Après, je suppose qu'au niveau politique, vous avez entendu du plan national que comptait lancer notre Première ministre Wilmès. Bon, on attend toujours. On attend toujours. Ok, écoute, je te remercie. Je ne sais pas si tu avais encore d'autres éléments à rajouter, mais tu auras certainement des questions qui arriveront. Merci en tout cas pour le partage de ton expérience. Sarah Lou, donc contente de te compter parmi nous. Tu es consultante en web marketing et youtubeuse. Tes spécialités, c'est le marketing d'influence, la vidéo marketing et le marketing inclusif. Tu as construit une chaîne YouTube dans laquelle donc, tu partages
l'aspect lifestyle, des bons plans, également ton engagement sur le vivre ensemble. Alors, ce qui nous intéresse ici aujourd'hui, c'est précisément ce rôle un peu d'influenceuse, qui est une fonction relativement récente dans le champ médiatique, puisque c'est avec le développement des réseaux sociaux ces dernières années qu'elle est apparue et qu'elle prend de plus en plus d'ampleur. Alors une première question, c'est peut-être simplement de nous dire comment est-ce que toi tu envisages en fait cette fonction d'influenceuse, comment est-ce que tu l'abordes et quelle dimension tu lui donnes? En vrai, elle est quand même là depuis pas mal de temps. J'ai l'impression qu'en Belgique, on est toujours les derniers à tout faire. Traîne. Voilà, on est à la traîne. En vrai, elle existe depuis une dizaine d'années maintenant. Je pense que les premiers influenceurs, youtubeurs, c'était il y a 15 ans, je pense. Donc ça date quand même. Et là, en Belgique, c'est vrai qu'on n'a pas grand monde qui s'y met. Mais ça arrive. Moi, je vois vraiment le fait d'avoir construit ma chaîne et tout, je voulais... au départ, ça n'a rien à voir, c'était pour faire plaisir à ma mère parce qu'elle est styliste, modéliste, elle a sa propre marque. Et je trouvais qu'elle n'était elle était jamais valorisée dans les médias belges ou dans la presse. Enfin, on ne s'intéressait pas à elle, quoi. C'était de la mode belge, mais pas de la mode belge comme on voulait qu'elle soit belge. C'était pas assez belge pour eux. C'était ethnique, quoi. Voilà, c'était ethnique, même s'il n'y avait rien d'ethnique en vrai dans les vêtements. C'était trop pas assez belge pour eux. Bref, donc j'ai décidé d'en parler sur mes réseaux, de créer des réseaux pour ça, donc c'était le but premier. Mais petit à petit, ça a vite évolué vers autre chose. Parce qu'en vrai, quand on est dans le jeu des réseaux sociaux, ça finit vite par nous ressembler, c'est un bizarre jeu dans lequel on rentre, du lifestyle. Je sais qu'il n'est pas compris par tout le monde, mais moi je trouve que c'est un jeu hyper intéressant parce qu'il permet de passer plein de messages, mais sans les dire directement. Donc c'est très indirect, mais c'est très puissant en même temps. Donc moi, j'ai choisi de me positionner sur du divertissement / engagement, histoire de ne pas venir avec des messages à chaque fois trop sérieux et de plutôt prendre les codes qui sont utilisés aujourd'hui sur les réseaux sociaux et pouvoir parler de ce que j'ai envie de parler. Mais dans leur langue. Tu lui donnes quand même une dimension militante, malgré tout. Moi, j'aime bien faire les choses qui ont du sens. J'aime bien... En vrai, quand on montre du lifestyle sur YouTube, il y en a qui arrivent à très bien tricher. Moi, j'arrive pas. Mais ça transpire vite ce qu'on est en vrai. Donc, ma chaîne YouTube, elle me ressemble beaucoup. Donc, ça aurait été difficile de faire quelque chose axé uniquement sur du divertissement ou sur de la beauté ou sur de la mode, sans parler de ce qui m'anime vraiment dans la vie, quoi. Alors moi, j'aimerais revenir sur un premier moment où tu as été fort médiatisée. C'est justement, et ça avait une dimension politique assez forte. C'est, je ne sais plus exactement d'ailleurs quand c'était, il y a peut-être 1 an et demi, quand tu as publié, tu as sorti une reprise en fait de la chanson d'Angèle, Balance ton quoi, en lui donnant une toute autre signification. Par rapport à la question du port du foulard, qui est une question éminemment sensible, je vais dire, et politique, qui revient dans le débat public depuis maintenant plusieurs décennies. Et donc voilà, donc c'était à nouveau à travers une manière un peu légère d'aborder quelque chose de sérieux et de très politique. Et ce clip, il a été vu, alors je ne sais, j'ai plus les chiffres en tête, mais c'est plusieurs centaines, près d'1 million de fois, je pense. On a 800 000. C'est ça. Et ouais, c'était ça en fait. En fait, avec mes sœurs, on est super fans d'Angèle. Et on avait aimé sa chanson Balance ton quoi. Quand elle était sortie, on l'écoutait en boucle à la maison. Enfin, tout le monde est super fan. Et puis, une de mes sœurs, elle commence à remixer les paroles, mais de manière très instinctive. Elle s'est appropriée la chanson, en fait. Et puis, quand elle a commencé comme ça, les premières notes, je lui ai dit, toi, tu bouges pas d'ici, on reste jusqu'à 3h du matin. Vous écrivez cette chanson, il y a un truc là à faire. Alors je suis restée avec mes 2 sœurs toute la nuit, on a bossé, on a terminé la chanson, puis on l'a enregistrée 2 jours après. Et en fait, je trouvais que c'était fort et que ça résumait très bien ce qu'on voulait dire. Et puis ça respectait le ton que je voulais employer. Un truc genre un peu léger, artistique, parfois humoristique. J'aime bien rester là-dedans parce que je trouve que ça, c'est une façon aussi de parler. Je me retrouve là-dedans. Il y a des gens qui font d'autres choses très bien. Moi, je trouve que mon truc, c'est ça, quoi.
Et donc voilà, on a enregistré cette chanson et on l'a lancée. On voulait ramener une autre dimension à la chanson Balance ton quoi qu'on aime beaucoup, mais une dimension qui nous concerne également. Et quelles expériences tu retires du coup, enfin quelles leçons plutôt tu retires de cette expérience? Tu penses que ça a permis du coup de mettre à l'agenda cette question-là, de lui donner un autre visage, au niveau, je veux dire, de la lutte, est-ce que ça a apporté quelque chose de pouvoir l'aborder de cette façon-là? C'était quelque chose de nouveau par rapport à la manière effectivement dont on l'aborde dans le débat public habituellement? Alors il y a une chose intéressante que ça a amené, c'est que en fait, moi quand je rencontrais des gens, on me disait tout le temps oui, mais en fait, tu sais, Sarah, il n'y a que toi qui est comme ça, il n'y a que toi qui porte le foulard, qui a ces idées-là, il n'y a que toi qui est ouvert d'esprit. Ils ont l'impression que... Et là, en fait, avec cette chanson, ça montrait qu'il y avait un tas de gens qui étaient concernés. Parce qu'en vrai, moi, j'ai fait une chanson, mais il y a des gens qui l'ont regardée, qui l'ont partagée, qui l'ont donné de la force parce qu'ils se reconnaissaient, qui ont parfois écrit des articles autour de cette chanson parce que ça leur parlait. C'est comme si j'avais mis un outil dans les mains des gens et puis ils se l'ont approprié et ils l'ont rendu encore plus puissant. Et en fait, les médias se sont dit... Ah ouais, ok. Donc c'est un tas de filles qui pensent comme tu penses. C'est un tas de filles qui en ont marre aussi. Et on me disait souvent ça sur les plateaux. J'étais plus la seule et unique qui ressentait ça. Et j'étais plus la seule et unique qui pensait comme ça et qui était capable de travailler quelque part, etc. Enfin, voilà. Donc ça a ramené ça et je trouvais ça très intéressant. Après, ça a ouvert plein de discussions, plein de débats. Et ce qui est génial aussi, c'est que depuis ce clip, quand je rencontre des gens dans le domaine politique, dans le domaine de la presse et tout, ça ouvre tout de suite, ils sont tout de suite prêts à parler avec moi. Parce que du coup, ils ont une certaine image de moi et de mes engagements qui est encore une fois via ce biais artistique et tout. C'est plutôt cool en fait. Et c'est plus facile pour eux d'engager la conversation avec moi. Donc quand ils vont me voir, ils vont « Ah oui, j'ai vu ton clip » et puis on en parle, on débat, etc. Donc ça ramène ça sur la table et je trouve ça très intéressant aussi. Ouais. Moi, ce que je trouve intéressant, en tout cas dans la démarche, c'était de pouvoir s'approprier cette chanson-là pour déconstruire des stéréotypes et des préjugés à l'égard des filles qui portent le foulard, à partir d'une chanson qui, à mon sens, et je pense que je ne suis pas la seule, même si ce n'est pas dit explicitement comme ça, peut présenter elle-même en fait un certain nombre de stéréotypes ou de préjugés à l'égard sur la question du harcèlement de rue, sur la question de qui est le cible dans Balance ton quoi. Donc c'est quel type d'homme est-ce qu'on cible. Donc c'était. Après c'est revenu beaucoup, hein. C'est revenu beaucoup. Il y a eu avant même que je sorte le clip, il y a des gens qui parlent déjà de ça, qui écrivaient sur ça et tout. Mais moi je pense quand Jay elle parle de ses réalités à elle. Hein. Après elle s'en cache pas. Elle dit moi je suis quelqu'un de privilégié, c'est vrai, et c'est mes réalités. Et dans nos échanges aussi, après, elle se rend, elle-même, elle est de plus en plus consciente de ça, de ces réalités-là. Et ça aussi, c'est cool. Voilà, donc ça, c'est un premier moment sur lequel je voulais revenir avec toi. Il y a un autre moment où tu as été fort sous les lumières, et c'était un moment, une prise de parole publique où c'était... plus polémique, je dirais. C'était le moment juste après ta prise de position un peu coup de gueule, en fait, à la suite du Nouvel An. Je pense que c'était il y a 2 ans. C'était avant le clip. Et je pense que le clip, médiatiquement, il n'aurait pas eu le même impact si je n'avais pas eu déjà l'impact avant ça. Ah, voilà. Donc, la première cause a servi en vrai à la deuxième. Et oui, c'était un moment important, le Nouvel An, et j'ai parlé vraiment en tant que Molenbeekoise. Moi, j'ai mes parents, ça fait une 20aine d'années, ils sont commerçants. Les commerçants à Molenbeek, c'est un peu ma famille. C'est genre, je rentre dans les magasins, c'est comme mes tontons, c'est comme ils me connaissent tous, ils connaissent mes enfants et tout. Donc c'est vraiment la famille. Et quand j'avais vu les magasins cassés, puis en feu, tout ça, ça m'avait... je parlais sur le coup de l'émotion et ça m'avait révolté sur le coup en mode je sais combien il galère quoi. Ouais. Mais du coup peut-être qu'à ce moment-là tu t'es rendu compte en fait du poids de la responsabilité que tu avais en tant que personnalité publique d'une certaine façon qui en tant que youtubeuse a une parole qui est écoutée, qui est partagée, qui a un écho et qui ne peut pas se permettre de dire n'importe quoi sous le coup de l'émotion, et que cette parole-là a un impact, et elle peut avoir un impact politique qui parfois peut être, récupéré, aller à l'inverse de tes engagements, ou en tout cas des engagements que tu affiches.
Oui, bien sûr, il y a une certaine responsabilité et c'est clair que dès cet instant, on en a pris conscience. Après, il y en a souvent qui... je pense qu'il y a Zeki qui essaie de te faire signe pour te dire parle bien au micro. Ah ouais, non? Juste que je regarde bien la Regarde bien. caméra. Ok. J'ai envie de te regarder en fait. Ouais, c'est perturbant. C'est plus intéressant. On regarde, non, c'est perturbant, mais c'est comme ça. Mais je pense, voilà, que c'est clair, il y a une certaine responsabilité. Et j'essaie depuis ce moment-là de m'entourer de bonnes personnes, de personnes qui peuvent me conseiller, des personnes qui sont expertes dans ces domaines-là, parce que clairement, je suis juste une simple citoyenne qui fait son kiff et qui essaye de passer des messages. Et c'est vrai que j'ai besoin toujours d'être bien entourée pour faire ce qui est juste, quoi. Et pour finir, une dernière chose, comment, à ton sens, ce rôle d'influenceuse, donc il y a évidemment ces deux expériences-là, mais comment de manière plus générale, parce que c'est vrai que l'image qu'on peut avoir aussi de ce métier, puisque maintenant c'est vraiment on peut parler de métier, il y a des gens qui gagnent leur vie en étant, peut-être pas en Belgique, hein, mais... Non, il y en a aussi en Belgique. Mais voilà, donc on peut gagner sa vie en étant un long influenceur ou une grande influenceuse. C'est souvent consumériste en fait. C'est souvent un rapport très consumériste où on vient, on fait la promotion de produits, des codes promo, etc. Et donc ici, j'entends donc que tu as envie de lui donner une autre dimension, mais comment ça peut se matérialiser donc au-delà d'actions très one shot comme l'action du clip ou autre. Alors après, franchement, aujourd'hui, à boire, à manger partout, il y a des influenceurs types qui vont faire code promo, beauté, etc. Puis il y en a d'autres qui vont créer des choses juste merveilleuses, mais de ouf, qui vont par exemple produire des émissions carrément, qui vont vraiment créer des concepts grâce aux réseaux sociaux en dehors de l'influenceuse cliché beauté qu'on connaît. Moi, personnellement, avec mes réseaux, par exemple, je n'ai pas de partenariat de vente directement. Je ne vends rien sur mes réseaux sociaux, mais j'essaie d'avoir des partenariats avec des organisations, comme par exemple, on avait eu avec Actiris, comme on avait eu avec la Commission européenne, le Tour de France pour sensibiliser à rouler en vélo à Bruxelles. On a vu avec Fairtrade, donc on en a eu plusieurs comme ça, et ça, à chaque fois on me contactait et on me demandait d'écrire des vrais projets avec mes codes à moi, mon langage à moi, et pour sensibiliser à une cause. Et là, je me retrouvais complètement dans le projet et j'accepte systématiquement ce genre de projet. Et la campagne Actiris, tu as eu des bons retours de gens Enfin, vos petites capsules, voilà. Ouais. En fait, les gens, ça leur envoie plein de messages positifs parce qu'il y a beaucoup de symboles du fait que je travaille avec eux. Et c'est clair, on a eu beaucoup de messages positifs après cette campagne. Ok, je te remercie. Merci à toi et merci au CCIB de faire tout ce que vous faites. Voilà, donc on revient pour la séance de questions-réponses avec une première question ici qui est adressée donc à Olivier et qui veut revenir donc sur cet aspect d'entre-soi qui est fort marqué dans le champ médiatique mainstream et duquel en fait découle finalement ce manque de pluralité, ce manque de diversité dans les rédactions. Et donc l'idée c'est est-ce qu'on peut dépasser cet entre-soi ou est-ce que finalement il est préférable, c'est un terrain perdu d'avance et il est préférable d'investir plutôt les médias alternatifs pour pouvoir ensuite mieux revenir et peser dans la balance. Oui. Il y a la vision optimiste et la vision pessimiste. La vision pessimiste, on va commencer par la mauvaise, c'est que ça fait 30 ans que ça ne bouge pas, qu'il y a effectivement dans les rédactions des médias belgo-blancs un entre-soi que consciemment ou inconsciemment, mais moi je dirais plutôt conscient, c'est assez conscient, eh ben, ça ne dérange personne que le matin on arrive dans la rédaction et tout le monde est blanc. Et quelque part, ça ne doit pas changer. Quelque part, c'est rassurant. Et quand on interpelle les dirigeants de médias belgo-blancs, ils sont très vite en train de défendre une sorte de corporatisme qui est de toute façon, on est au-delà de la critique, on ne peut pas être critiquable. Et puis il y a un corporatisme, j'oserais dire ethnique, quoi, ou en tout cas, si on est divers. Regardez, elle est asiatique, regardez, lui il est noir.
Oui, c'est quasi de l'exotisme en fait. Oui, on brandit sa caution. Hein. Voilà, c'est ça. Donc très vite, on remarque que ce soit dans le soir ou dans le vif, ça les dérange pas fondamentalement, même quand vous voyez quand il y a des polémiques, ça les dérange pas fondamentalement d'être dans un entre-soi blanc, avec voilà, une ou deux exceptions à gauche, à droite. Après c'est peut-être pas propre non plus du coup au monde médiatique, mais sans doute que dans le champ médiatique ça a des répercussions autrement plus graves que dans d'autres milieux professionnels. Mais si je vois par exemple la structure hiérarchique des principales institutions bruxelloises, on fait le tour des CA et on fait le tour des comités de direction, c'est un petit peu pareil en fait. C'est un entre-soi et on peut se targuer d'être dans une institution très progressiste et très ouverte, avec une diversité, mais cette diversité, elle se cogne au plafond de verre et elle reste finalement cantonnée dans les niveaux les plus bas en fait de l'institution. Donc je pense que c'est quelque chose effectivement qui dénote en fait tout simplement le racisme structurel de la société belge et qui transcende le champ médiatique et qui va sur toute une série de secteurs de la société. Oui, tout à fait. Mais dans les mainstream, on peut quand même ajouter qu'il y a dans les médias mainstream en général et dans le monde médiatique, il y a ce corporatisme qui, au départ, est une défense de la profession. C'est une profession difficile, c'est une profession où on peut prendre des risques politiques et même physiques, en fait. Hein. Il y a quand même pas mal de journalistes qui meurent pour ramener l'info. Donc, il y a un certain réflexe corporatiste de défense. Mais effectivement, quand celui-ci, la défense englobe et l'absence d'éthique, et l'absence de principe, et surtout une forme de racisme, en fait, ça ne va plus. Et donc, malheureusement, je pense que le corporatisme des médias mainstream belgo-blancs, en tout cas ici, n'a pas fait son aggiornamento et ne s'est pas soigné d'un corporatisme qui est devenu presque atavique. C'est du réflexe et qui englobe une espèce de discours schizophrénique. On n'est pas raciste, mais on est quand même tous contents d'être entre soi, blancs. Ouais. Ça me fait rappeler, du coup, c'était pas en Belgique, hein, c'était en France, mais bon, je sais pas si c'est mieux en France, je pense. Dans les médias, ça devient moins grave. Hein. En Belgique, on est, je ne sais plus, c'est Sarah Lou qui disait ça. On est à la traîne. En Belgique, dans les médias, c'est hallucinant à quel point on est à la traîne. Je veux dire, même les médias luxembourgeois sont en avance. Hein. Donc, que ce soit Luxembourg, que ce soit les médias britanniques, peut-être qu'on est au même niveau, je dirais, que l'Allemagne ou des médias de l'Est. Mais que ce soit les Britanniques, que ce soit français, je dirais même espagnol maintenant, ou portugais. Il y a beaucoup de journalistes afrodescendants entrent dans ces rédactions. Et ici, il y a vraiment un blocage, à la fois sur le journaliste non blanc et encore pire, sur la journaliste qui porte un foulard. Elle peut rentrer nulle part, ça c'est sûr. Peu importe qu'elle soit la meilleure, quoi. Ok. Du coup, il y avait une deuxième question et je vais passer le micro à Benjamin pour qu'il te la pose directement. Mais oui, donc je reste dans la... Est-ce que je peux lever ça comme ça? Je ne suis pas trop haut. Je reste dans la même thématique au niveau de la diversité dans les rédactions et je voulais parler de la RTBF qui met fort en avant justement son envie de diversifier, d'ouvrir à d'autres questions, etc. Et on a vu apparaître principalement deux choses, je dirais, à savoir d'abord Tarmac, où là on voit qu'il y a pas une parole antiraciste qui peut se développer, parfois une certaine radicalité d'ailleurs pour un média financé par le pouvoir public qui est parfois un peu étonnant. Et aussi par les Grenades, qui est plutôt là axé sur les questions de féminisme, etc. Mais en même temps, à la RTBF, on a toujours les mêmes émissions comme sur Vivacité, avec etc., avec le même racisme toujours aussi crasse, etc., qu'avant. Et donc finalement, ces espèces de petites oasis de diversité, là, est-ce qu'il faut s'en réjouir ou est-ce qu'il faut se dire qu'en fait, non, c'est juste cantonner ça dans un coin, mais pour le reste, on continue à faire comme avant, quoi. Les carnets du bourlingueur, donc c'était... Bon, moi j'ai envie de commencer par quand même saluer le travail de gens comme Safia Kessas pour les Grenades à la RTBF et je dirais en tout cas certains éléments individualité parce que je les ai bien suivis de Tarmac. C'est le seul endroit où il y avait plus d'un engagé afrodescendant noir, femmes et hommes. Mais voilà,
malheureusement, pour moi, en tout cas, ça c'est mon analyse, ça participe d'une politique de la Libye. La RTBF a un cahier des charges, la RTBF doit rendre des comptes à une ministre, à une communauté française, et on leur dit chaque année, oui, mais la diversité, oui, mais qu'est-ce que vous faites exactement? Et donc, voilà, ils sont un peu, à un moment donné, obligés de faire ça. C'est typique, hein, la transformation de la 2, là, avec Cécile Djounga, etc., participe aussi de ce truc-là. Moi, je suis journaliste. J'attends que les rédactions de journalistes soient composées de femmes et d'hommes de toutes les couleurs, de toutes les confessions. La RTBF, c'est toujours pas ça. C'est toujours pas ça. Et je dirais même qu'au niveau de la direction, ils sont très heureux et autosatisfaits voilà, d'avoir fait Typique, d'avoir fait Tarmac. Aller discuter 2 secondes avec les gens qui ont travaillé à Tarmac. Hein. Et d'abord, ils sont sous-payés, mal payés, ils ont le pire matériel, la négrophobie dans les couloirs à l'eau la terre. Voilà, bon, je rappelle tout doucement, tranquillement, qu'avant que Cécile Djounga soit connue sur son affaire de vieille dame qui l'insulte en 2018, pendant 1 an, elle se tape ça. Et la direction de la RTBF, qu'est-ce qu'ils disent? Ou ses supérieurs, qu'est-ce qu'ils disent? Retourne travailler. Écoute, c'est normal, c'est comme ça, tu comprends. Voilà, retourne travailler. Et puis donc, elle en peut plus. Et elle lâche tout, enfin, elle balance plutôt, comme on dit aujourd'hui, sur Instagram. Elle va jusqu'à l'ONU à Genève pour témoigner de cette expérience. Elle est invitée par les télés françaises qui, bon, elles aussi ont des problèmes internes de négrophobie et d'arabophobie structurelle, mais quand même qui se rendent pas, enfin que c'est pas à ce point-là, quoi. C'est ça qui est triste, c'est que le racisme structurel arabo-négrophobe, comme je l'appelle moi, est beaucoup plus intense maintenant que quand moi j'ai commencé quand j'avais 25 ans en tant que journaliste. Beaucoup plus intense, beaucoup plus fort, beaucoup plus insidieux, beaucoup plus hypocrite. Et on en est toujours à une espèce de petite politique de la Libye, des compromis foireux, regardez, il y a un noir là-bas, il y a une arabe là-bas. Moi, je ne félicite pas la RTBF dans sa direction. Maintenant, je salue le travail, effectivement, d'individualité interne, comme Safia Kessas, qui fait vraiment ce qu'elle peut là, et qui d'ailleurs a des bâtons dans les roues dans son travail, j'en suis certain. Et c'est aussi des logiques institutionnelles à travers les plans de diversité régionaux. Voilà, enfin, c'est aussi tous ces mécanismes-là, l'engagement de managers de diversité. On se rend bien compte en fait que c'est pas suffisant. Enfin, ce ne sont pas des outils et des instruments suffisants que pour pouvoir combattre des logiques aussi ancrées, si ce n'est justement de pouvoir reproduire des formes de représentation tout à fait superficielles et insuffisantes au regard de la problématique, quoi. Mais moi, j'ai dernièrement, juste après le début du mouvement Black Lives Matter et George Floyd, en tout cas en Belgique, à partir du 7 juin, j'ai été avec d'autres personnes, d'autres afrodescendants activistes, voire 2 personnes de la RTBF. Et c'était fou à quel point on a quand même discuté, je dirais, une bonne heure et demie, 1h03. Et c'est fou à quel point, plus on monte dans la hiérarchie, bon, à la limite, le présentateur de JT, donc de toute façon, il y a des photos, donc je peux le dire, c'était François de Brigode, et ben, plus on monte dans la hiérarchie, plus, pour moi, ils sont vraiment à côté, à l'ouest du diagnostic du problème de racisme structurel. Ils ne comprennent toujours pas. Ils sont toujours dans un antiracisme des années 80 qui est non, mais moi ça va. Hein. Non, mais mon ami à côté ça va. Mais oui, eux sont racistes. Oui, l'extrême droite est raciste. Mais nous ça va. Hein. On est tous entre blancs. Oh, c'est pas grave. Moi je suis antiraciste. Voilà, c'est ce disque rayé sans arrêt. Et moi j'espère vraiment qu'il va y avoir d'autres dirigeants et dirigeantes surtout dans les médias, parce que je voudrais ajouter un petit truc qui va sûrement te faire plaisir d'ailleurs. C'est que je trouve que les femmes qui sont victimes, justement, blanches, non blanches, peu importe, mais qui ont une expérience personnelle plus importante du sexisme et de la domination sexiste, comprennent, et même parmi les journalistes, comprennent tout de suite ou 10 fois plus facilement ce que c'est le racisme structurel belge. Y compris dans les fonctions dirigeantes, pas toutes, mais en tout cas, voilà, moi je pourrais citer des noms, voilà, de journalistes belgo-blanches à qui il ne faut pas réexpliquer la Lune 1000 fois, quoi, qui ont compris ce qui se passe. J'aimerais bien que ces personnes-là puissent monter dans la direction et qu'on ait enfin, voilà, des engagements sur base des compétences, peu importe à quoi ou quelle culture on a et à qui on ressemble. Oui.
Je te remercie en tout cas vivement d'avoir répondu à ces questions. Je pense qu'on arrive tout doucement au terme de l'émission, donc je remercie tous les, je sais pas, c'est des téléspectateurs, on dit comme ça, sur le web, des internautes, voilà, pour leur attention et voilà, je vous souhaite à tous une bonne soirée.